organisateur de m'avoir invité et de m'avoir proposé d'intervenir sur un sujet qui m'a préoccupé pas mal au début de ma carrière et qui continue de manière plus intermittente de m'occuper. J'aurais aimé revenir sur ce livre qui n'est plus disponible, mais dont je peux vous donner une copie si vous le voulez. C'est la phase promo, qui m'avait fait décortiquer les procédures, la légitimité démocratique et les questions d'efficacité et d'efficience du ministère public il y a maintenant une dizaine d'années, mais je craignais de ne pas être suffisamment à jour et je préfère prendre un autre point d'entrée qui est celui de ma thèse de doctorat qui portait effectivement sur les procédures de médiation pénale. Et je souhaite tout simplement en faire un analyseur de la situation et des défis, de mon point de vue, en tout cas d'un défi important auquel est confronté aujourd'hui le ministère public. Commençons peut-être par tracer un petit peu le décor, à savoir le contexte d'un système judiciaire qui est mis en cause. Le contexte, évidemment, c'est celui à la fois du développement progressif et jamais démenti d'un contentieux de masse, et en même temps de restrictions budgétaires qui ajoutent au fait que le cadre s'est toujours montré trop étroit pour une justice qui se développait. Maintenant, effectivement, nous sommes face à quoi? À des impératifs de réduction de 10% de budget et ce genre de choses, alors que le succès, entre guillemets, de la justice, c'est-à-dire la demande d'intervention du système judiciaire, n'a pas baissé. Dans ce contexte-là, deux critiques m'intéressent tout particulièrement. Une critique qui porte sur l'organisation elle-même, qui est très souvent pointée du doigt comme étant coûteuse, lourde, comme mettant en place des processus artisanaux, un management d'un autre temps, etc. Donc toute une stigmatisation que l'on entend de manière récurrente, et dont je ne dis pas du tout ici qu'elle est fondée, mais je pense qu'il est assez clair que ceci est une part de l'image négative qu'a la justice dans un large public, et d'autre part une critique des processus qui sont considérés comme n'étant pas des processus de résolution des conflits à proprement parler, comme étant des processus peu humains, voire inhumains, aboutissant à une piètre, voire une totale insatisfaction des parties, à une piètre satisfaction ou à une totale insatisfaction, qui réside dans l'application mécanique d'une loi souvent considérée comme peu pertinente par les parties elles-mêmes, et aussi évidemment des processus qui sont pointés du doigt comme étant excessivement complexes, notamment du fait des nombreuses garanties juridictionnelles imposées par le statut d'un État démocratique. Ce sont deux critiques parmi d'autres, bien entendu, mais elles me semblent à la fois fortes et récurrentes, et je pense qu'elles dessinent un certain imaginaire contemporain de la justice. Dans ce contexte-là, ce n'est pas une surprise de se rendre compte que le ministère public est sous pression, sous une double pression correspondant à cette double critique, à savoir d'une part gérer un contentieux de masse, satisfaire des exigences productivistes. On a énormément entendu parler aujourd'hui de flux, d'efficience, d'efficacité, la nécessité aussi de répondre à une demande individuelle, des personnes qui portent plainte, des personnes qui introduisent des recours devant la justice civile, etc. Mais aussi une demande sociale. On vient d'entendre des chiffres que je ne connaissais pas et que je trouve fort intéressants sur la façon dont des gens sondés se représentent ce qu'est la justice et la manière dont elle peut répondre à leurs attentes ou pas, et bien entendu aussi des demandes politiques. Il est très clair que la justice est au centre du discours politique depuis maintenant au moins 2 décennies, ce qui ne fut pas le cas nécessairement au cours des décennies précédentes. À l'inverse, le ministère public est aussi sommé de contribuer à une mutation de la justice vers une justice plus humaine, qui répond aux attentes des justiciables, qui est respectueuse des droits humains, etc. Et donc, voilà comment, dans le cadre de ces deux critiques, je définirais les pressions, au moins une partie des pressions auxquelles est soumis le ministère public. Autre élément de contexte, évidemment, c'est une justice en mutation, bien entendu, c'est-à-dire des réformes de l'organisation de la justice elle-même, multiplication des procédures, regardez à quel point le code d'instruction criminelle, qui était resté quasiment intouché pendant 100 ans, disons, a été réformé de manière récurrente au cours des 20 dernières années, on va dire à partir peut-être de 1994 et de la création de la médiation pénale, ça n'a plus arrêté. Il y a évidemment une modification importante du rôle des instances, dont le rôle des ministères publics. Il y a aussi, dans la réforme de l'organisation, au-delà de l'aspect légal, bien entendu, l'introduction du managérialisme, donc de nouvelles doctrines
de gestion, doctrine au sens non péjoratif bien entendu, de gestion des organisations, l'introduction de toute une série de monitoring, les flux, les statistiques de flux, des mesures de charge du travail, de travail, etc. L'informatisation, bien entendu, dont on a parlé tout à l'heure. Et évidemment, je me rends compte maintenant que j'ai complètement oublié de mentionner, bien entendu, la récente fusion de toute une série d'arrondissements judiciaires. Donc, une organisation en mutation et parallèlement des procédures qui se créent ou qui évoluent avec notamment une intervention accrue des parties au niveau de l'instruction dans le cadre de la libération conditionnelle, dans le cadre de l'acquiescement à la peine. Rappelons quand même que la peine de travail implique, ne serait-ce que formellement, l'accord du prévenu, dans le cadre de la médiation pénale, dans le cadre du tribunal d'application des peines, etc. On voit là, par exemple, devant le tribunal d'application des peines, le justiciable consulter à propos des possibilités qui existent quant à sa libération, par exemple. Le ministère public, bien entendu, a subi une mutation importante. Alors, je ne vais pas ici développer l'œuf qu'un jour je pèlerai sans doute avec mon éminent prédécesseur quant au statut du ministère public. Je ne suis pas là non plus pour vous présenter ça, mais disons que la façon dont moi je vois les choses, c'est qu'aux origines, le ministère public est pour moi très clairement un pur représentant de l'exécutif auprès du judiciaire. C'est l'organe de la poursuite des infractions essentiellement, qui applique la loi, enfin qui œuvre à l'application de la loi, pardon, dans le cadre d'une vision à la fois politique et spectaculaire de l'œuvre de justice. Il n'est pas question à l'époque d'un contentieux de masse, il n'est pas au XIXe siècle question d'intervenir dans les chaumières et dans la vie des gens. Progressivement, et de manière très flagrante à mon sens ces 20 dernières années, le ministère public a évolué vers une indépendance inorganisée. Il s'est mué en une gare de triage, c'est-à-dire que sa fonction essentielle est pour moi une fonction d'orientation des dossiers et plus exclusivement une fonction de poursuite devant les juridictions. Et il est bien entendu impliqué dans la gestion d'une organisation qui est confrontée, comme je l'ai déjà dit, à un contentieux de masse. Dans ce cadre-là, pourquoi s'intéresser à la médiation, finalement ? Eh bien, tout simplement parce que la médiation est elle-même ambiguë. Elle est, à mon sens, un révélateur de ces tensions. D'abord, dans ce qu'on appelle la médiation, il y a au moins 4 modalités. Il y en a une 5e, mais qui est assez peu usitée. Mais disons, résumons les 4. Médiation auteur-victime, proposition de travail d'intérêt général, proposition de formation, proposition de thérapie. On a bien compris qu'entre proposer un travail d'intérêt général et proposer à l'auteur et à la victime de s'entendre sur les conséquences de l'infraction, il y a plus qu'une nuance. Et qu'entre proposer une formation à l'IBSR suite à une infraction de roulage et commencer à discuter longuement des suites, par exemple, de coups et blessures involontaires survenus dans le cadre d'un accident de la circulation, il y a bien entendu des options en termes de modèle de justice qui sont fort différentes. Alors, cette ambiguïté tient aussi au fait qu'on est très souvent tiraillé entre d'une part une justice consensuelle et réparatrice et d'autre part une probation prétorienne, notamment dans le cadre des infractions sans victime, dont j'ai encore récemment appris qu'elles faisaient retour de manière cyclique dans certains arrondissements, des infractions de stupéfiants ou dans d'autres arrondissements, des infractions en matière de roulage. Infractions sans victime, je précise bien. Dans le cadre de mon travail de doctorat, j'ai identifié 3 idéaux fondateurs de la médiation pénale. L'idéal de médiation, proposant de mettre en place des procédures différentes pour faire se rencontrer les gens et pour aboutir à des façons de faire qui sont neuves. L'idéal de réparation, disant que la base de l'intervention de l'État est le fait qu'un dommage est survenu et que l'objectif fondamental est de réparer ce dommage. Et enfin, l'idéal de fluidité, rêvant d'une médiation qui contribuerait à la circulation des flux au sein de l'appareil de justice. La médiation est aussi, et ça je pense que c'est fort intéressant, un lieu de rencontre entre des magistrats et des assistants sociaux, entre un ministère public et une maison de justice qui n'ont pas les mêmes métiers, qui n'ont pas forcément les mêmes visions de la justice et de leurs fonctions, et qui, bien entendu, ne sont pas soumis aux mêmes pressions. Enfin, la maison de justice est elle-même écartelée entre managérialisme et artisanat, entre standardisation et sur-mesure, prise à la fois dans des logiques de maîtrise de son contentieux et de standardisation de ses modes d'intervention, et des logiques de service aux parties, basées sur
un sur-mesure absolu dans le cadre duquel les parties sont capables, enfin, sont invitées à amener l'ensemble de leurs préoccupations et de leurs besoins. Alors, comment essayer de mettre de l'ordre dans ceci? Je vous propose une lecture qui est la lecture d'une tension entre nouveau management public et nouveau modèle de justice. La particularité, c'est qu'il serait sans doute trop simple de concevoir que d'une part se trouvent les enjeux de managérialisme, de management, et d'autre part les enjeux en termes de nouveaux modèles de justice. Il me semble qu'il y a à la fois des tensions et des convergences entre ces deux questions. D'une part, le managérialisme, pour faire bref, qui implique une tension vers la productivité. La notion, par exemple, la présence des catégories d'input et d'output est assez révélatrice d'un imaginaire dans lequel, finalement, le système sert à transformer des inputs en outputs par n'importe quel procédé. La vraie question étant de faire sortir un maximum d'output au départ des inputs que l'on a reçus. Évidemment, le managérialisme est marqué par la centralité de l'efficience, donc l'allocation optimale des ressources, par une définalisation, c'est-à-dire par une faible préoccupation, voire une absence totale de préoccupation sur les finalités de l'intervention. La question est moins de savoir pourquoi on travaille que de savoir si on travaille en permanence. La question est moins de savoir si ce qu'on fait est bien ou si on en fait assez, si vous voulez. Et évidemment, la logique de flux dont j'ai déjà parlé est extrêmement présente dans les théories du management actuelles. Par ailleurs, le managérialisme est aussi porteur d'une série de valeurs comme l'idée d'une activité continue, l'insistance sur la disponibilité 24 heures sur 24, sur la flexibilité dans les horaires, etc. Sur, évidemment, l'idée de responsabilisation, et je ne dois pas vous faire un dessin à l'heure où on va responsabiliser les arrondissements par rapport à leur propre gestion. Il est aussi porteur de l'idée d'une satisfaction de la clientèle, c'est-à-dire qu'on est au service de quelqu'un qui vient demander qu'on lui délivre un service, en l'occurrence ici, le service public de justice. Il est aussi porteur de valeurs de décloisonnement, c'est-à-dire qu'il s'oppose à l'idée d'une succession rigide d'interventions, et en cela d'ailleurs, au passage, notons qu'il bat en brèche l'idéal de séparation stricte des pouvoirs, qui, de manière classique, était entendu comme, en fait, une séparation stricte et rigide des interventions législatives, judiciaires et exécutives. Il est aussi évidemment porteur de la valeur de participation. On a beaucoup entendu, notamment ce matin, l'idée d'un partenariat, de la collaboration des différentes instances internes et externes à l'œuvre de justice et à la transformation d'input en output. Il est bien entendu, je le redis, porteur d'un idéal de flexibilité. Plus la machine est flexible, plus les individus sont flexibles, plus les procédures sont flexibles, mieux on pourra répondre à la demande. À l'inverse, ou peut-être pas totalement à l'inverse, la justice consensuelle, c'est-à-dire ce nouveau modèle de justice qui pourrait être incarné par la médiation pénale, c'est-à-dire une justice dans laquelle l'avis et l'intervention des parties comptent, est fondée sur l'idée de satisfaction des justiciables, mais surtout de restitution du conflit. C'est-à-dire que le conflit, finalement, dans cet imaginaire-là, appartient avant tout aux parties, avant que d'appartenir à l'État. Elle repose aussi, cette justice consensuelle, sur un rejet de l'autorité, le médiateur n'étant pas en position de décider à la place des parties, et sur l'idée d'un cheminement personnel, bien plus que du suivi mécanique d'une procédure. Mais on remarquera qu'il y a des parallèles avec le managérialisme. L'activité des parties, l'encouragement de l'initiative, le terme de responsabilisation est extrêmement présent dans le cadre de la médiation pénale. L'idée de participation, y a-t-il plus participatif que de proposer à l'auteur et à la victime de régler le conflit elle-même? Et l'idée de flexibilité, les interventions étant évidemment formatées en fonction des besoins et des désirs des parties. Alors la question est de savoir ce qu'on fait de cela. Si j'ai pris la médiation comme analyseur, c'est parce que je pense que s'y donnent à lire des façons différentes et donc des options qui sont des options politiques et des options aussi éthiques à prendre en matière de justice. Je
résume, si vous voulez, les différents points que je viens d'énumérer en 4 termes. Activité, activation, participation et adaptation. Ceux qui ont lu certains de mes textes récents comprendront que c'est effectivement ma marotte actuelle. J'ai notamment publié récemment un texte sur le managérialisme et la justice qui fait usage de ceci. L'activité. Cette idée de l'activité permanente, s'agit-il en fait finalement de restituer le conflit aux parties en leur demandant d'être actives et donc de participer à l'œuvre de justice, ou s'agit-il de veiller à ce que l'institution tourne à plein régime en permanence? Ce n'est bien entendu pas la même chose. Par exemple, dans le chef d'un assistant de justice, lorsqu'on lui dit qu'il a un caseload insuffisant et qu'il doit se montrer plus actif et traiter davantage de dossiers, très vraisemblablement, on l'invite à moins laisser la main aux parties qui peuvent avoir tendance à flâner en route et qui peuvent avoir tendance effectivement à prendre le conflit en charge, mais à leur rythme bien entendu. L'activation, c'est l'idée de la valorisation des initiatives. Mais de qui valorise-t-on les initiatives? Valorise-t-on celles des justiciables qui, comme on le sait bien, quand ils interviennent dans la justice, peuvent être un chien dans un jeu de quilles et poser pas mal de problèmes parce qu'un justiciable n'a pas forcément comme souci l'application de la loi pénale ou l'extinction de l'action publique, mais vraisemblablement bien plus, soit en découdre avec l'adversaire, soit en tout cas poursuivre le cours d'un conflit au cours de la procédure, ou vise-t-on à valoriser les stratégies des acteurs institutionnels? Et à ce moment-là, demander à chaque acteur institutionnel, à grand renfort d'objectifs stratégiques et de plans d'action, de prendre une part active et de prendre donc des initiatives dans le cadre de la gestion du système judiciaire. La participation, de nouveau, s'agit-il de co-construire des solutions avec les parties, au risque de co-construire des solutions inédites, voire des solutions iconoclastes, ou faut-il simplement privilégier la coordination fluide des acteurs institutionnels, ceux-ci, finalement, dans un système de coopération et de coproduction de la justice, se souciant fort peu, finalement, de savoir par quels moyens les inputs sont transformés en outputs. N'oublions pas que les justiciables se considèrent rarement comme des inputs, voire comme des outputs, et ont beaucoup d'intérêt pour ce qui va se passer entre les deux, entre l'entrée et la sortie du système. Enfin, adaptation. S'agit-il de faire du sur-mesure, c'est-à-dire d'écouter chaque justiciable, d'adapter tout en permanence, ce qui peut être évidemment une tâche absolument infinie, ou faut-il simplement être flexible face aux commanditaires, voire créer des niches? Par exemple, comme j'ai pu le constater, à certains moments dire, tiens, finalement, les capacités en médiation pénale sont sous-utilisées. Il me semble qu'on peut faire pas mal de chiffres avec, au choix, des formations standardisées, des propositions standardisées, de travaux d'intérêt général, de formation ou de thérapie, dans des contentieux sans victime, dans le but à ce moment-là de créer finalement une niche, c'est-à-dire l'exploitation maximale d'une potentialité du système, ce qui est évidemment bien différent que de se demander si on s'adapte à la problématique de chacun. Très certainement, si l'on prenait une autre approche que dans une série de dossiers, que la proposition d'une formation standardisée par l'IBSR et qu'on s'interrogeait sur finalement ce qui existe, ce qu'il y a derrière la délinquance routière récurrente, très vraisemblablement, on serait emmené sur d'autres terrains. Alors je ne dis pas qu'on est dans du noir ou du blanc. Ce que j'essaie de mettre en évidence, bien entendu ici, ce sont des tensions, et des tensions qui, à mon sens, doivent nous préoccuper. Alors, je ne pense pas qu'il faille tirer une quelconque sonnette d'alarme, dire que c'était mieux avant, ou que tout a changé, ou que tout fout le camp. Je ne pense pas du tout que ce soit ça. Je pense que les institutions de justice sont toujours tiraillées entre deux choses, l'institution et la justice, c'est-à-dire entre ce qu'elles sont en tant qu'organisation et ce qu'elles servent au moins dans leurs idéaux, à savoir la justice, quel que soit le sens, bien entendu, et il est variable, qui a été donné au terme de justice au cours du temps. Elles sont d'ailleurs à cet égard toujours tributaires de justifications extérieures, l'intérêt général, la demande des justiciables, des exigences morales de justice, etc., qui font pression sur elles et par rapport auxquelles elles sont sommées de rendre des comptes, ne serait-ce que dans l'espace public, ne serait-ce que de manière symbolique. Parce que sinon, évidemment, si elles sont perçues comme illégitimes, si elles sont perçues comme injustes, si elles sont perçues comme ne servant pas l'intérêt général,
évidemment, leur légitimité va baisser, ce qui va leur poser des problèmes multiples, tant au niveau de la justification de ces budgets que de la coopération des acteurs sociaux à l'œuvre de justice. Dans ce cadre-là, la médiation est simplement une procédure, à mon sens, où se donnent à voir ces tensions entre, d'une part, l'espoir d'une nouvelle justice, d'une justice renouvelée, d'un sens nouveau donné au concept de justice et qui correspondrait au temps d'aujourd'hui, et d'autre part, un souci d'efficience qui, si on lui laisse la bride sur le coup, risque bien de réduire à néant toute velléité de mettre en place de nouveaux modèles de justice. La question, elle est simple. Quelle médiation pour demain? Une procédure de diversion, un instrument de probation prétorienne et un outil d'accroissement des capacités du système? On peut se demander à quel prix ce serait possible. Sachez par exemple que un assistant de justice qui fait de la médiation pénale a un caseload d'une centaine de dossiers par an. Ça donne une idée de ce qui peut être absorbé via une médiation pénale auteur-victime. Ou un nouveau modèle de justice, un lieu d'attention particulière vis-à-vis des parties et un terrain d'expérimentation pour de nouvelles solutions. Évidemment, en filigrane derrière ça, il y a la question de savoir quel ministère public nous voulons pour demain, un gestionnaire institutionnel, ce vers quoi le poussent certaines forces, notamment des impératifs budgétaires, ou un passeur de justice, c'est-à-dire un organe qui, continuant sur la voie de sa mutation vers une gare de triage, se vit comme un intermédiaire entre différentes façons de répondre à des conflits et différentes manières de proposer aux citoyens et à la société des relations, des manières de s'approcher de la justice et de la résolution de leurs conflits. Je vous remercie. Un bon quart d'heure pour débattre. Oui. Est-ce que vous voulez réagir sur un ou